C'est beau? Bon, alors bonjour. Ça me fait bien plaisir d'être ici. Je suis contente que vous soyez là. Ça confirme qu'il y a un besoin finalement, puis que d'apprendre tout ce nouveau vocabulaire-là, c'est vraiment un enjeu qui est important pour les personnes qui sont concernées. Fait que je suis toujours très touchée de voir que les gens se déplacent pour faciliter leur contact finalement avec les personnes des minorités sexuelles et de genre. J'ai commencé à en parler un petit peu tantôt avant le début. Le fameux acronyme, non, c'est pas vrai, il n'est pas rendu long comme ça, ou en fait, il pourrait être plus long que ça, il manque des mots là-dedans. Il n'y a aucun acronyme officiel. Le but, c'est pas de battre le record Guinness du plus long acronyme au monde, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des mots là-dedans qui se réfèrent à l'orientation sexuelle, il y en a qui se réfèrent au sexe, tout simplement, puis il y en a qui se réfèrent au genre, et c'est des dimensions de la personne qui sont complètement indépendantes les unes des autres. Donc, moi, c'est très arbitrairement que j'ai choisi ça ici, cet acronyme-là, mais si on veut parler de LGBT, il faudrait toujours ajouter le plus pour être le plus inclusif possible, ou bien parler en termes de minorité sexuelle et de genre. Il y en a qui n'aiment pas le mot minorité, diversité sexuelle et de genre, pluralité des genres. Fait que tout ça, c'est correct. Bref. Alors, comme je le disais à l'instant, on parle de trois dimensions différentes de la personne. Si on prend juste les lettres que moi j'ai choisies, dans le fond, les mots qui sont liés à l'orientation sexuelle, on aurait lesbienne, bisexuelle, gay, évidemment. Puis le A, ce serait pour asexuel. OK? Asexuel, c'est des personnes qui ont peu ou pas d'attirance sexuelle dans la vie en général. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, c'est que c'est pas une orientation sexuelle, parce que si une personne a pas ou peu d'attirance sexuelle, si elle en a peu, ça veut dire qu'elle peut en avoir, comme n'importe qui, elle peut avoir une orientation sexuelle. Si elle en a des attirances sexuelles, c'est peut-être des attirances sexuelles homosexuelles ou hétérosexuelles ou bisexuelles ou pansexuelles. Bref, vous voyez un petit peu le portrait ici. Ensuite, les mots qui sont liés au genre, il y a le T pour trans, puis NB pour non-binaire. C'est tous des mots qu'on va regarder un petit peu plus loin. Le I, ça vous dit quelque chose? C'est un mot qui est lié au sexe comme tel? Non? Intersexe ou intersexué, là, les deux mots sont utilisés. Puis, on a des mots qui sont parapluies, ce serait les deux qui restent, bref, là, le mot queer, par exemple, puis le mot bispirituel. C'est des mots qui couvrent les trois dimensions en même temps, finalement. Fait qu'on va plonger dans chacune de ces terminologies-là à l'instant. Mais juste avant, j'ai envie de commencer avec intersexe. Puis ça me permet de parler aussi de la notion de sexe. Qu'est-ce qu'on entend par sexe exactement? C'est tout l'aspect qui est biologique. Dans la population humaine, on a une catégorie d'individus munis d'un pénis, des testicules, chromosomes sexuels XY, plus de testostérone que d'estrogène, package deal. Un autre package deal avec l'utérus, les ovaires, plus d'estrogène que de testostérone, chromosomes sexuels XX. Bref, vous voyez le portrait. Puis on a une conception très binaire de ces deux sexes-là. Puis je ne suis pas en train de parler d'orientation sexuelle puis d'identité de genre. C'est vraiment juste l'aspect biologique. Mais juste l'aspect biologique, si on le regarde vraiment attentivement, puis qu'on regarde chacun des marqueurs qui nous associent à un sexe plutôt qu'à un autre, on se rend compte très rapidement que c'est plutôt un continuum de possibilités. Oui, statistiquement, quand on regarde à une extrémité du spectre, oui, il y en a qui ont beaucoup de caractéristiques liées au sexe qu'on considère comme étant féminin, et d'autres qu'on considère étant liées au sexe masculin. Mais entre les deux, il y a des personnes intersexes qui vont être finalement une espèce de mélange entre les deux. Okay? C'est ce qu'on appelait autrefois hermaphrodite. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hermaphrodite, là, si je mets mon chapeau de biologiste un instant, un organisme qui est hermaphrodite a les deux équipements complet et fonctionnel. Chez les humains, il n'y en a pas. Là. Ça n'existe pas un humain hermaphrodite. C'est pour ça qu'on a des humains qui sont intersexes, quelque part entre les deux. Et pourquoi est-ce qu'on a un vocabulaire qui se développe de plus en plus en ce moment? C'est parce que, il y a plusieurs raisons, mais entre autres, c'est parce que chacune de ces lettres-là
représente une réalité de la diversité liée au sexe, au genre puis à l'orientation sexuelle qui est très précise. Et les enjeux puis les défis qui sont rencontrés ne sont pas du tout les mêmes, là. Moi, en tant que lesbienne, j'ai pas du tout les mêmes défis et enjeux qu'une personne qui est intersexe. OK? Alors, on va en parler justement de ces enjeux-là tout de suite concernant les personnes intersexes. Premièrement, quelques exemples d'une personne intersexe. Ça pourrait être une femme qui a une structure intra-abdominale qui ressemble beaucoup à un testicule. OK? Fait que ça, ce serait une première possibilité. Je vous en donne juste 3 exemples, mais il y en aurait plein. C'est à peu près 1,7% de la population. Fait que c'est quand même pas négligeable. Ça pourrait être aussi une femme. Donc, le médecin à sa naissance l'a regardé, a coché sexe féminin. Cette femme-là s'est développée et probablement qu'elle s'est rendue compte qu'elle est infertile à un moment donné de sa vie. Et il y a eu des investigations plus en profondeur pour se rendre compte que ces chromosomes sexuels ne sont pas XX, ils sont plutôt XY. OK? Donc, même quand on va au niveau des chromosomes, souvent on se dit « Ah oui, mais là, si on veut vraiment avoir la réponse, on va voir les chromosomes puis on va le savoir. » Mais non, même au niveau des chromosomes, c'est pas garant de rentrer dans une des catégories très binaires. Un dernier exemple, ça pourrait être un petit bébé, puis à sa naissance, le médecin ou la médecin regarde puis se dit « Bon, cette structure-là que je vois, est-ce que c'est un petit pénis ou un gros clitoris? » Fait que vous voyez, c'est différentes caractéristiques liées au sexe qui se retrouvent à être un petit peu entre ce qu'on considère les 2 pôles traditionnels, là, si on veut. Et le problème qui est rencontré par les personnes intersexes, c'est qu'il y a une vision très hétéronormative, on va revenir sur ce terme-là un petit peu plus loin, qui fait en sorte que le corps médical a tendance à mettre une certaine pression pour que on normalise, puis là je mets ça entre gros guillemets, l'appareil reproducteur de ces enfants-là. Donc, on part avec des bébés qui sont sains, qui n'ont pas de problème de santé. Ensuite, ces bébés-là, on ne connaît pas qu'est-ce que ça va être, leur identité de genre, ni leur orientation sexuelle ou quoi que ce soit. Et on essaie de les faire entrer dans un des 2 moules qu'on considère être valides. OK? Fait qu'on part de bébés sains, puis on les fait entrer dans un processus médical, des grosses chirurgies, des traitements hormonaux pour le restant de leur vie. Puis les conséquences qui sont rapportées, c'est l'infertilité. Évidemment, ça dépend d'un cas à l'autre, mais ça peut être l'infertilité, ça peut être l'incontinence, ça peut être une insensibilité ou encore des douleurs au moment des relations sexuelles. Tout ça, finalement, pour de la chirurgie esthétique, finalement, pour que ça rentre, ça cadre avec les attentes sociales de qu'est-ce qui est un sexe qui est valide, là, finalement. Et en gros, là, pour faire une histoire courte, c'est beaucoup plus facile de construire un petit bébé fille, entre guillemets, que de construire un petit bébé garçon. Fait que plus souvent, on va s'en aller dans cette direction-là, dans les traitements médicaux. Fait que vous voyez, c'est des enjeux qui sont très sérieux. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture s'est prononcé là-dessus. Puis c'est de la torture que d'infliger ces traitements-là sans le consentement des enfants, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et oui, ça se fait encore ici au Québec puis au Canada. La France s'est fait blâmer officiellement, la Suisse aussi, puis éventuellement, le Canada ne pourra pas faire autrement que d'être blâmé parce qu'il n'y a pas de loi qui protège les bébés intersexes en ce moment contre ces abus-là, finalement. Donc, ça, c'est une première lettre de notre acronyme. Là, on vient de voir le sexe. Si on fait le tour de toutes ces dimensions-là, le sexe, c'est l'aspect qui est purement biologique. Ensuite, le genre, c'est le ressenti profond, intime, personnel de qu'est-ce que c'est notre propre genre. Par exemple, moi, le médecin, quand il m'a vu apparaître, il a dit « Ah, wow, quel beau bébé », mais tout de suite après, il est allé cocher « sexe féminin ». OK? Et ça donne qu'en vieillissant, oui, mon identité de genre, parce qu'on a tous et toutes une identité de genre, mon identité de genre, c'est d'être une femme. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été coché à ma naissance. Savez-vous qu'est-ce que c'est le terme pour une personne qui est d'accord avec ce qui a été coché à sa naissance? Cisgenre, exactement. OK? Alors qu'une personne qui n'est pas d'accord avec ce qui a été coché, c'est une personne trans.
Puis l'étymologie de ça, là, c'est pas transformation, là, ça n'a aucun rapport avec ça, là. C'est même un terme à éviter grandement. L'étymologie de ça, c'est que, bon, si vous pensez au gras trans, vous connaissez les molécules de gras trans, en fait, c'est qu'on regarde les liens entre deux atomes de carbone, puis c'est un double lien. Bon, là, je rentre dans, encore une fois, c'est la biologiste qui rentre là-dedans, mais bref, lorsque les hydrogènes sont de part et d'autre de la molécule, donc de chaque côté, on dit que c'est un gras trans, parce que ce n'est pas du même côté. Alors que si les deux hydrogènes du lien double sont du même bord, on dit que c'est un gras cis. Fait que cis, ça veut dire du même côté que, puis trans, ça veut dire de part et d'autre. C'est ça l'étymologie, là, finalement. L'expression de genre, ça aussi, c'est super important de comprendre ce concept-là. L'expression de genre, c'est ce qui est visible chez une personne, OK? Et ça donne que dans notre culture, puis dans bien d'autres, bien entendu, on a bâti deux boîtes de façon super arbitraire. Il y en a une qu'on a appelée masculin, il y en a une qu'on a appelée féminin, puis là-dedans, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis l'habillement, le maquillage, la posture, les talons hauts, pas besoin de m'étendre très longtemps, là. On a même mis des carrières, des professions, des couleurs, des émotions, OK? Bref, c'est beaucoup en parallèle avec les stéréotypes de genre, là, si on veut. Et finalement, chaque personne va piger là-dedans, parfois à chaque matin, là, puis on a une expression de genre en fonction de ce qui a été décidé finalement, de ce qui est véhiculé par la société, c'est purement arbitraire puis culturel, autrement dit, ce qu'on qualifie d'expression de genre. D'accord? Je vous donne un exemple. J'ai accompagné ma conjointe à sa graduation et ce jour-là, ma conjointe n'a pas 16 ou 17 ans, c'est un retour aux études. Et ce jour-là, j'étais en complet cravate. OK? Est-ce que j'étais un homme trans ce jour-là? Non, mon identité de genre, c'était d'être une femme, mais mon expression de genre ce jour-là était ce qui est considéré dans notre société comme étant masculin. OK? Les talons hauts. Les talons hauts, on pense tout de suite, ça ne peut pas être plus féminin, mais si on remonte il y a quelques centaines d'années, les talons hauts, c'était les hommes qui portaient ça. OK? Donc, vous voyez, c'est purement arbitraire, ce qu'on appelle l'expression de genre. Puis, on navigue là-dedans, chaque personne, d'une façon qui est très personnelle, là, finalement. Une femme trans, OK? Quand je dis homme trans puis femme trans, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui. Alors, si je dis une femme trans, c'est une femme pour qui le médecin avait coché sexe masculin à sa naissance. D'accord? On dit toujours l'identité de genre, l'identité de genre réelle, affirmée par la personne. C'est celle qui importe. Donc, c'est une femme trans, mais sexe assigné à la naissance masculin. D'accord? Alors, cette femme trans-là, si elle met ses bottes à cap d'acier, ses jeans, sa chemise à carreaux, puis elle s'en va couper son bois en arrière de chez elle, est-ce qu'elle redevient un homme, puis le gros redevient, entre guillemets, là? Bien, de tout est... Fait que vous voyez, on comprend vite avec ces exemples-là qu'est-ce que c'est finalement l'expression de genre. Fait que l'expression de genre, c'est pas nécessairement l'expression de son genre. D'accord? Parfait. L'orientation sexuelle, bien, c'est vers le genre des personnes vers qui je suis susceptible d'avoir une attirance sexuelle. D'accord? L'orientation romantique, bien, d'habitude, l'orientation sexuelle chevauche assez bien l'orientation romantique. Ça, c'était ma blague. OK, non. OK. Je le dis à chaque fois, mais mes enfants me le disent, « Maman, on t'aime, mais t'es pas drôle. » Fais pas des blagues. Fait que bref. Alors, l'orientation romantique, souvent, c'est en parallèle avec l'orientation sexuelle, oui, mais pas nécessairement. C'est pas toujours le cas. Si je vous donne deux exemples rapides, une femme bisexuelle peut très bien préférer être en couple avec une femme lorsqu'elle est en couple, puis quand elle n'est pas en couple, elle peut avoir des relations sexuelles avec des hommes. OK? Fait que c'est pas toujours une adéquation parfaite. Il y a même des femmes, en tout cas, on en rencontre assez fréquemment. Admettons que, bon, je suis en couple avec cette femme-là ici, puis je vous dis, je suis en couple avec elle, puis j'espère être avec elle pour le reste de mes jours, puis et tout et tout.
puis je vous dis, mais je suis hétérosexuel. Okay, c'est mon auto-identification, c'est le mot que moi je choisis pour parler de ma réalité, c'est lui qui est important, mais ça peut être surprenant. Ce qu'elle est en train de nous dire, finalement, c'est que probablement si elle n'était pas avec cette femme-là, ben, elle, dans sa tête, c'est clair qu'elle serait avec un homme. Mais, c'est pour ça qu'elle se considère comme hétérosexuelle, mais en relation avec une femme. Il faut défaire un peu nos amalgames. C'est ça qui est vraiment important de comprendre ici. Chacune de ces informations-là qu'on a sur une personne ne nous permet pas de déduire les autres dimensions. Un homme gay a peut-être une expression de genre très féminine, mais elle peut être aussi très masculine. Une femme qui a une expression de genre très masculine, elle est peut-être lesbienne, mais peut-être pas. Bon, fait que voilà. Puis si quelqu'un naît avec un pénis, bien, peut-être que c'est un homme, mais peut-être pas aussi. Toutes les déductions automatiques qu'on fait, c'est ça l'hétéronormativité finalement. Et justement, c'est là qu'on est. Alors, à la naissance de chaque personne, l'hétéronormativité, là, qu'est-ce que c'est exactement? C'est des attentes sociales finalement. Une personne qui naît avec un vagin, on s'attend à ce que son identité de genre, ce soit une femme. Et on s'attend à ce que son expression de genre soit féminine, et on s'attend que ses attirances sexuelles, qu'elle finisse par être en couple avec un homme de qui elle est attirée sexuellement, bon, etc., etc. Et on s'attend aussi que, finalement, elle va fonder une famille. Ce modèle-là, tout ce que je viens de vous dire là, il n'y a absolument rien de mal là-dedans, il faut que ce soit clair. Là. Une personne qui a un vagin, qui s'identifie comme une femme, qui est attirée sexuellement par des hommes, qui a une expression de genre féminine, c'est correct, là. OK? J'en connais beaucoup et je les aime beaucoup. Ce qui est difficile, ce qui est lourd et qui devient une camisole de force, c'est d'avoir des attentes, les mêmes attentes pour tout le monde. Et malheureusement, ça se fait à notre insu. C'est tellement, on est tellement programmé pour visualiser la réalité de cette façon-là qu'on tombe dans des pièges de présomption puis d'amalgame, et c'est ça qui va faire beaucoup de mal aux personnes qui n'entrent pas dans cette hétéronormativité-là. Et ça peut même avoir des effets pervers. Par exemple, bon, moi je suis en couple, j'ai une maison, un chien, un chat, des enfants, je me couche à 8h30, je suis très hétéronormative en tant que lesbienne, là. Je corresponds un peu au modèle, fait que je suis une bonne lesbienne. OK? Puis vous voyez ici, là, c'est le bon ici qui est mauvais, là, finalement, parce qu'on fait comme une espèce de validation. Plus on est proche du modèle, plus on est correct, finalement. Alors que ça ne devrait pas du tout être le cas, bien entendu. Fait que je vous disais tantôt, le sexe, c'est l'aspect biologique, mais il y a un aspect légal aussi. Parce que le sexe, c'est aussi une catégorie légale. Au moment où le médecin ou la médecin coche sexe féminin ou sexe masculin, c'est vraiment quelque chose qui va être gardé par la personne dans ses papiers d'identité à travers le temps. Là, sur son certificat de naissance, sa carte d'étudiante, son permis de conduire, sa carte de la RAMQ, bon, etc., etc. C'est écrit partout notre mention du sexe. Sauf que, en réalité, à partir du moment où ça a été coché en fonction des organes génitaux, donc l'aspect biologique, très rapidement, on ne considère plus ça comme les organes génitaux. Si je suis à l'accueil de l'urgence, puis que j'ai à appeler quelqu'un, j'ai sa carte d'assurance maladie, bien, le sexe qui est inscrit là va me dire, je vais dire monsieur ou madame quand je vais l'appeler. Je ne suis pas en train de penser, bon, y a-t-il un pénis ou un vagin? Je ne suis pas en train de penser à des organes génitaux. Fait que, bref, la mention du sexe, en réalité, donc le sexe assigné à la naissance, c'est une mention du genre, en fait. Sauf que faut utiliser le vocabulaire qui est encore utilisé par le gouvernement à ce moment-ci, mais c'est un peu une pirouette, là, finalement. Là. Parce que une personne qui est trans, qui fait un changement de mention du sexe, ce n'est pas un changement de mention du genre, parce que ça s'appelle encore sexe, bien, cette personne-là n'a pas nécessairement des organes génitaux qui ont été modifiés. Okay? Parce que ça, c'est un autre élément qui est super important. La loi a été modifiée relativement récemment. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu, mais en 2013, il y a une loi qui a passé disant qu'une personne trans
peut faire un changement de mention du sexe sans qu'il y ait le moindre prérequis d'ordre médical que ce soit. D'accord? Donc, on peut très bien avoir aujourd'hui, légalement, une femme qui a un pénis, puis un homme qui a un vagin. OK? Fait que bref, vous voyez le lien entre la mention du sexe, c'est plus un lien avec le sexe, c'est vraiment avec le genre, malgré ces appellations-là. Pour aller au bout des changements légaux qui se sont produits, en 2013, il y a eu ce changement de loi-là pour la modification de la mention du sexe. Ça a pris 2 ans avant que ce soit fonctionnel parce que faire le règlement pour l'encadrer, ça a été très ardu. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans l'année qui a suivi 2015, celle qu'on appelle communément 2016, il y a eu 7 fois plus de demandes de changement de mention du sexe que... Non, il y en a eu... Il y a eu plus de demandes de changement de mention du sexe que dans les 7 années précédentes prises cumulativement. OK? Ça veut dire que ce n'est pas toutes les personnes trans. Ça, c'est un autre amalgame qu'il faut défaire. Ce n'est pas toutes les personnes trans qui ont besoin d'avoir des changements au niveau de leur corps. Ce n'est pas un automatisme. Il y a des personnes trans qui vont dire « Moi, je suis née dans le mauvais corps », puis ils vont avoir des chirurgies, des traitements hormonaux, puis c'est parfait. Mais ce n'est pas toutes les personnes trans qui vont le vivre de cette façon-là. Ça va? Voilà. Pourquoi est-ce que j'en parle encore dans ce genre de conférence-là ou de formation? C'est à cause des indices de détresse qui existent encore chez les jeunes. En 2018, j'ai participé à un colloque sur les jeunes dans les milieux de l'éducation. Puis c'était un des constats, c'est que oui, maintenant, on a le mariage, on a l'union civile, les nouvelles règles de filiation. D'ailleurs, je n'ai pas fini tantôt les changements légaux, fait que je vais l'ajouter ici. En 2016, il y a eu un autre changement légal très important. Les personnes mineures peuvent changer leur mention du sexe maintenant. Même en bas de 18 ans. Là. À 14 ans, c'est sans même le consentement parental, puis en bas de 14 ans, ça prend un consentement parental à ce moment-ci. Et en même temps, notre charte a été amendée au niveau du Québec. L'identité de genre puis l'expression de genre ont été ajoutées comme motif prohibé de discrimination. Auparavant, les personnes trans étaient protégées, mais par le mot sexe. Fait que c'était imprécis finalement, mais là, c'est vraiment écrit dans la Charte québécoise des droits et libertés. Et la loi canadienne aussi des droits de la personne a été modifiée pour inclure identité puis expression de genre. Fait que d'un point de vue légal, là, il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de flou. Une personne qui nous dit « Bon, moi, j'aimerais que tu utilises ces pronoms-là à mon égard et ce prénom-là pour respecter mon identité de genre », bien, il faut le faire. C'est aussi simple que ça. C'est ce que les études nous disent au sujet de leur santé. C'est ce qui va être bon pour leur santé. C'est ce qui va les soutenir le mieux. Et c'est protégé légalement là, de façon extrêmement claire. Fait que vous avez ici quelques statistiques que je ne vais pas les passer au complet, mais les jeunes des minorités sexuelles et de genre, parce que c'est eux qui me préoccupent particulièrement, mais chez les personnes adultes aussi, il y a des taux de suicide, des taux de détresse qui se manifestent de toutes sortes de façons, qui sont vraiment démesurés comparés au reste de la population en général. 2 jeunes trans sur 3 ont pratiqué de l'automutilation. Des taux d'idéation suicidaire absolument effarants, particulièrement chez les personnes trans, mais aussi chez les personnes des minorités sexuelles. Il y a un taux de jeunes qui se retrouvent à la rue chez les personnes itinérantes qui est vraiment démesuré par rapport aux jeunes qui ne font pas partie des minorités sexuelles et de genre. Il y a aussi une surreprésentation dans les statistiques d'abus sexuels des personnes des minorités sexuelles et de genre. Puis ça, il faut faire attention, il faut le regarder dans le bon sens aussi. C'est pas parce que ces personnes-là ont été abusées, parce que ça, c'est un mythe là, qu'on entend souvent. Là. Qu'est-ce qui fait qu'on est lesbienne ou bi ou pan ou trans? C'est parce qu'on a été abusé sexuellement, de toute évidence. Là. Non, ça, c'est un mythe. Alors, il faut le regarder dans le bon sens. C'est que c'est des personnes qui sont particulièrement vulnérables. Donc,
plus particulièrement sujettes à subir des abus sexuels. Il y a eu un colloque à ce sujet-là à Sherbrooke, un colloque provincial, Lexique 2, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était en février, qui ne portait que sur ça, sur cette surreprésentation des abus sexuels chez les personnes des minorités sexuelles et de genre. Voilà. Peut-être un élément qu'il faut, je pense que je n'ai pas besoin de vous le spécifier, mais je vais le faire par acquis de conscience, là. Évidemment, ce n'est pas parce que ces personnes-là sont LGBT+, là, qu'elles vivent de la détresse. C'est parce qu'elles subissent du rejet, de la discrimination, de l'homophobie, de la transphobie. Là. Je veux juste que ce soit bien clair, ça aussi. Et l'autre élément qu'on peut retirer de ces constats-là, c'est que lorsqu'on compare des populations parmi les personnes des minorités sexuelles et de genre, des personnes qui, particulièrement les jeunes, là, quand on voit qu'elles sont dans un milieu familial qui les accepte, qui les soutient, ou encore dans un milieu scolaire qui les accepte, qui les soutient aussi, les statistiques changent du tout au tout. Là. C'est vraiment un effet qui est très important, l'attitude des parents puis l'attitude des milieux scolaires aussi à leur endroit. Une statistique qui vient parce que toutes les statistiques qui sont là, c'est du Québec ou du Canada, mais une qui vient des États-Unis, qui nous donne un bon éclairage de ça, c'est que chez les jeunes trans qui n'ont pas le support de leurs parents, le taux d'idéation suicidaire est de 58%. Chez les jeunes trans qui ont un support actif de leurs parents, pas juste « je m'en fous », là, vraiment un vrai support, ça tombe à 4%. C'est une amélioration de 93%, c'est extrêmement significatif. Là. C'est bien important à comprendre ça ici. Bon, moi, c'est toujours avec beaucoup d'humilité que je vous parle des réalités trans. Je ne suis pas trans. Je ne peux pas être chacune des lettres, malheureusement. Fait que je vous parle vraiment en tant que généraliste. Puis après ça, si on veut des informations plus précises, il faudrait inviter des personnes trans. Puis il y a plein de références de ce côté-là. Mais en gros, les difficultés les plus évidentes qui sont rencontrées, premièrement, c'est être mégenré. Être mégenré, c'est qu'on ne respecte pas l'identité de genre de la personne, on utilise les mauvais pronoms, les mauvais prénoms à leur endroit, même une fois qu'ils l'ont demandé. Bien entendu, c'est pas magique, il faut savoir qu'il faut utiliser des pronoms masculins ou féminins, bien entendu, mais c'est extrêmement important pour bien les supporter. Je vous donne un exemple. Moi, je m'appelle Dominique, fait que ça arrive assez souvent que j'ai du courrier qui m'est adressé ou on demande à parler à M. Dominique Dubuc ou bon. Ça m'énerve, ça m'achale, mais c'est tout. Ça ne vient pas me chercher dans mes tréfonds, je ne me sens pas remise en question dans mon identité, bien entendu. Fait que l'analogie que je ferais, c'est que si je prends une salière et je m'en envoie sur le bras, c'est achalant. Pas plus grave que ça, mais c'est achalant. Bon, si j'ai une plaie ouverte ici, là, ma salière n'est pas plus méchante que tantôt. Là. Puis c'est exactement le même geste, mais si ça tombe dans une plaie ouverte, ça va être beaucoup plus douloureux, ça va être beaucoup plus perçu comme une agression, une violence qui vient les atteindre vraiment profondément. Fait que la base de la relation d'accueil avec les personnes trans, notamment, c'est d'utiliser les bons pronoms, le bon prénom, puis d'essayer d'éviter finalement les amalgames. Je vais revenir à ce sujet-là un peu plus loin. Le fameux usage des toilettes, chez les jeunes particulièrement, ça peut être très anxiogène. On entend régulièrement des cas de jeunes qui refusent de la toilette, qui ne vont pas, ils décident, moi je ne vais pas à la toilette pendant la journée quand je suis à l'école. Fait que ça s'arrange pour ne pas trop boire, pas trop manger non plus. Fait que pour la réussite scolaire, on repassera. Je saute directement accès aux soins parce que c'est peut-être quelque chose qui nous intéresse plus ici. Là. Les personnes trans nous rapportent qu'elles ont très difficilement accès à des soins. Puis là, je parle des soins en général, pas nécessairement des soins liés au fait que ces personnes sont trans, parce que le personnel n'est pas formé et le personnel ne respecte pas leur identité de genre. Fait qu'une personne trans qui se foule la cheville peut très bien rencontrer un personnel qui est très réticent, puis en déduire que finalement, moi, je n'irai plus consulter. Fait qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là, de formation du personnel de la santé et des services sociaux.
il y a aussi l'aspect, bon, il y a des personnes trans qui vont s'en aller vers un parcours plus médical, traitements hormonaux, des chirurgies, etc., etc. Puis ça, c'est dans les régions particulièrement, c'est loin d'être évident. C'est quoi le chemin par lequel passer? Un traitement hormonal, ça peut être fait par un médecin de famille, tout simplement. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une évaluation psychiatrique puis psychologique et tout. Mais en ce moment, le personnel n'est pas formé puis ils ne savent pas comment réagir. Alors, on va faire un petit quiz pour faire le ménage dans la terminologie. Bon, moi, je suis lesbienne. La première, c'est moi. Que suis-je alors? Puis là, ben, c'est super facile. OK? Alors, je suis tout ça. OK? Gay au Québec, gay au féminin, c'est assez utilisé. En France, premièrement, ce serait écrit G-A-Y, puis c'est plus les hommes qui sont gays que les femmes là-bas. Bon, des petites particularités culturelles. Mais ici, ce que je veux vous dire, c'est que moi, le mot lesbienne, je l'aime bien. Ça ne me dérange pas du tout. Gay, ça va aussi. Bon, queer, on va le voir tantôt, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais il faut entendre le mot qui est choisi par la personne. C'est ce mot-là qui est important, parce que je connais beaucoup de femmes homosexuelles qui détestent pour mourir le mot lesbienne. Puis si vous parlez d'elle comme lesbienne, ça va être reçu difficilement. OK? Fait que c'est vraiment une des clés que je veux qu'il soit clair aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute du mot qui est choisi par la personne, puis ensuite utiliser ce mot-là à son endroit. Je suis une femme trans. Donc, que suis-je? C'est ça, exactement. Bon, dans la vie en général, si je vous présente Julie, mon amie femme trans, ben, je ne vous la présenterai pas comme Julie, mon amie femme trans. OK? C'est mon amie Julie, c'est une femme. Point. OK? Beaucoup de personnes trans mettent l'emphase sur leur genre. C'est ça qui est important pour elles. Par contre, il y a quelques femmes, peut-être une minorité de personnes trans pour qui c'est vraiment important de dire femme trans ou homme trans parce que ça a tellement été un combat que c'est quelque chose qu'ils veulent conserver toute leur vie. Mais il y en a d'autres pour qui, bon, c'est juste leur véritable identité de genre. Encore une fois, être à l'écoute de ce qui va être véhiculé. Les chirurgies, on en a parlé tantôt. Puis, je le répète, quand on dit femme trans ou homme trans, il faut vraiment le lire dans la bonne direction. On est en train de parler de la véritable identité de genre de la personne. Fait que si moi, je suis médecin coché sexe féminin, je suis d'accord, je suis cisgenre. Si je ne suis pas d'accord, puis je vous dis non, appelez-moi Dominique et utilisez des pronoms masculins cette fois-ci, je suis un homme. Bien, c'est réglé, je suis un homme, voilà. Mais je pourrais aussi vous dire, ouais, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui a été coché. Donc, techniquement, je suis trans, là, déjà en partant, mais je ne suis pas un homme non plus. D'accord? Alors, le mot le plus utilisé en ce moment pour parler de la réalité des personnes qui ne se sentent pas être homme ou femme, quelque part entre les deux, un mélange des deux, ou carrément à l'extérieur de ce concept-là qui se compare toujours aux hommes puis aux femmes, le mot le plus utilisé, c'est non-binaire. D'accord? Et là, c'est un mot parapluie, encore une fois, parce qu'il pourrait y avoir toutes sortes de subtilités entre les différentes personnes, les réalités précises des personnes non-binaires. Puis il y a tout un vocabulaire qui est en train de se déployer aussi pour parler de ces différentes réalités-là. Mais pour nous ici, là, pour l'instant, on peut voir ça comme une catégorie, un mot parapluie, là, finalement. Transidentité, ça vous dit quelque chose? Pour parler du fait qu'on est trans, la transidentité, c'est un mot qui a été inventé par des chercheurs français. Puis au Québec, c'est plus ou moins bien reçu. Il y a des personnes trans qui aiment beaucoup ce mot-là. Il y en a d'autres qui l'aiment moins, pour une raison très simple, c'est que quand on parle de transidentité, c'est comme si on met l'emphase sur une identité d'être trans. Et souvent, les personnes trans ne le vivent pas de cette façon-là, comme je l'expliquais tantôt. Fait que c'est pas un mot qui est si
adopté au Québec. Le mot qui est de plus en plus en vogue au Québec, c'est transitude. C'est d'ailleurs un mot qui a été inventé par des personnes trans, justement. Donc, le fait d'être trans, c'est la transitude. D'ailleurs, au niveau de maladie mentale, trans, vous comprenez bien qu'il n'y en a plus du tout de lien qui est fait de façon très officielle, là. Le fait d'être trans n'est plus considéré une maladie mentale depuis 2013. Ça veut dire quoi? Depuis 2013, ça a été c'est très récent. Ça a été retiré du DSM de façon officielle en 2013. Évidemment, c'est pas, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ça fait longtemps qu'ils le savaient avant 2013, là, bien entendu, là, mais officiellement, ça a été retiré en 2013 et ça s'appelait le trouble de l'identité de genre. Et le problème, il y a plusieurs problèmes avec ça, mais un problème particulier, c'est que si je suis trans, mais que tout va bien dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie, je suis heureuse, bien, c'est pas grave, je suis malade mentale. Okay? C'est un verdict à vie, un diagnostic à vie. Tu es malade mentale parce que tu es trans. Bon. Ce qui reste aujourd'hui dans le DSM, puis ça aussi c'est controversé, il y a des discussions à ce sujet-là, mais c'est la dysphorie de genre. Pour rendre compte que oui, il y a des personnes trans, pas toutes les personnes trans, mais il y a des personnes trans qui vivent une détresse qui est parfois liée avec certaines caractéristiques de leur corps, ou encore liée tout simplement avec le rejet, la discrimination qu'elles vont subir au quotidien. C'est très compréhensible. Et ça, bien, ce n'est pas un verdict à vie, là. Ça se travaille et ça se guérit, là, finalement. Je suis bisexuelle. Là, je vous avouerai très humblement que je me suis un peu amusée. Fait que j'ai fait ressortir, je ne vais pas vous l'expliquer, les préjugés grossiers à l'égard des personnes bisexuelles. Alors, si je vais directement à la définition étymologique de qu'est-ce que c'est être bisexuel, c'est être attiré par les hommes et les femmes, parfois plus par les hommes, plus par les femmes, mais quelque part là-dedans. Sauf que vous comprenez que bi, ça veut dire deux. Donc, je suis attirée par deux genres différents. Puis il existe juste deux genres, n'est-ce pas? Les hommes et les femmes. Mais non. Maintenant, on comprend que le genre, c'est pas binaire. On a vu qu'il y a, oui, il y a des personnes qui se considèrent comme des femmes, il y a des personnes qui se considèrent comme des hommes, mais il y a tout un spectre de possibilités qu'on pourrait même faire en 3 dimensions qui ne sont ni des hommes ni des femmes. Fait que le mot bisexuel devient étymologiquement moins satisfaisant. C'est pour ça que le mot pansexuel a été inventé. Pan, ça veut dire tout. Fait que si je vous dis, moi, je suis pansexuel, ça veut dire que si j'ai une attirance sexuelle envers une personne, son genre n'entre pas en ligne de compte. Je m'en fous de son genre. Okay? Ça ne veut surtout pas dire que je suis attirée sexuellement par tout le monde, parce que ça, ce serait très fatigant. Okay? C'est ça. Alors, mais, puis ça aussi, c'était un aspect qui est vraiment très, très intéressant, c'est que en ce moment, de plus en plus, il y a des personnes qui se réapproprient le mot bisexuel. Puis ils l'utilisent dans le sens de pansexuel. Parce qu'il y a tellement de discrimination, même à l'intérieur des communautés LGBT, là, à l'égard des personnes bisexuelles, puis dans la population en général, qui se disent « Ouais, tu veux m'appeler bisexuel, puis tu veux dire que c'est pas bon? Ben oui, je suis bisexuel. » Puis by the way, moi, mon bisexuel, il veut dire que peu importe le genre des personnes, je ne considère pas qu'il y a juste 2 genres puis 2 sexes dans la vie. Fait que ça ajoute un degré de difficulté, là. Les mots sont en train d'évoluer dans leur sens, mais c'est tellement sain qu'est-ce qui est en train de se faire là, en ce moment, justement, de travailler ce vocabulaire-là. Si je suis asexuelle, ben on l'a vu tantôt, peu ou pas attirée sexuellement, sauf que là, j'en ai profité pour faire ressortir d'autres préjugés. Une personne qui me dit qu'elle est asexuelle, vous la voyez, elle est là, elle vient de me dire qu'elle est asexuelle, puis moi je lui dis « Ah ouais? Ben, t'as-tu essayé? T'as-tu consulté un psychiatre, psychologue? T'as-tu vu ton médecin, ton endocrinologue? » Tout ça. Bref, c'était à peu près copier-coller exactement les mêmes questions qu'on nous posait à nous, les homosexuels, il n'y a pas si longtemps. Hein? Et encore aujourd'hui, parfois, d'ailleurs. Fait que bref, encore une fois, les personnes asexuelles vivent aussi
des attentes sociales qui ne leur conviennent pas. La fameuse camisole de force tantôt. Je suis queer. Ça, c'est vrai aussi. Dans mon cas, personnel. Même si je suis une vieille lesbienne qui se couche à 8h30 la plupart du temps. Alors, je suis... Qu'est-ce qui serait la bonne réponse là-dedans? Je vous ai donné un indice, là. C'est toutes ces réponses peuvent être vraies. C'est le peuvent qui est important. OK? Fait que, comme je le disais à l'instant, moi, là, en tant que vieille lesbienne, bien ordinaire, même plate à la rigueur, là, bon, bien ordinaire, ben, je l'aime le mot queer. C'est un mot qui me convient, qui vient me chercher. Fait que si vous voulez parler de moi en utilisant queer, je suis parfaitement d'accord. Ça me convient très bien. OK? Fait que une personne qui vous dit qu'elle est queer, elle est en train de vous dire qu'elle fait partie des minorités sexuelles et de genre, quelque part là-dedans. Elle ne vous dit pas précisément c'est quoi, mais elle est quelque part dans cette fluidité-là qui existe dans la population humaine. D'accord? Fait que ça, c'est le niveau 1 de queer. Niveau 2, parce qu'il y a beaucoup de dimensions dans ce mot-là, c'est qu'à l'origine, queer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot anglais, là? Ça veut dire bizarre, tordu. C'est le fif ou tapette anglophone d'il y a quelques années. C'est l'insulte à l'égard des personnes des minorités sexuelles et de genre. Fait que vous comprenez que c'est très... je me souviens jamais du mot en français, mais c'est de l'empowerment, là. Tu prends un mot, un peu comme bisexuel de tantôt, là. Tu prends un mot qui est une insulte, là, puis tu dis « Ah ouais, tu dis que je suis queer, mais c'est en plein ça que je suis. » OK? J'aime beaucoup ça, cet aspect-là. Fait que ça, c'est un autre niveau. Puis l'autre niveau, ben, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui associent à ça un rejet des stéréotypes de genre, de la binarité des sexes, des genres et tout ça. Fait qu'un aspect un petit peu plus intellectuel, politique. Puis bon, ça me convient très bien aussi. Fait que tous ces niveaux-là me vont bien. Mais ultimement, là, entre vous et moi, là, il y a des thèses de doctorat qui s'écrivent sur c'est quoi la signification précise du mot queer. Fait que bref, encore une fois. Puis j'en profiterai d'ailleurs pour remarteler sur l'auto-identification, d'utiliser les mots de la personne. Là. Moi, je vous dis depuis le début, je suis lesbienne, puis queer, ça me convient et tout, mais j'ai eu des relations sexuelles avec des hommes, j'ai eu mes enfants avec un homme, puis aujourd'hui, maintenant, si j'étais sur une île déserte avec un homme pour le reste de mes jours, bien dans le joie et le consentement, il n'y a pas grand-chose à faire sur une île déserte, OK? Fait que là, vous pourriez dire « Wow, t'es bisexuel. » OK? Mais vous n'avez pas le droit. OK? Parce que vous ne pouvez pas prendre une grille, puis cocher des cases, puis dire « OK, toi, tu es pansexuel. Toi, tu es non-binaire. » Ça ne fonctionne pas de même. Ce sont des mots d'auto-identification. C'est jamais des étiquettes. Parce que si c'était une grille, là, ça, ce serait des étiquettes. C'est toujours dans le sens de la personne qui utilise un mot pour parler de sa réalité. Jamais dans le sens de « Ah, toi, tu es ». Ça, c'est une nuance hyper importante. Parce que souvent, on se dit « Ouais, mais pourquoi il y a tous ces mots-là? C'est toutes des étiquettes. On est tous des humains. » Oui, on est tous des humains, mais on vit des réalités, des enjeux, des défis qui sont très différents. Et si on connaît la réalité associée à un mot, bien, on peut comprendre ces défis qui sont rencontrés là. C'est un petit peu comme Black Lives Matter, se faire répondre « Ouais, mais All Lives Matter. » Évidemment que All Lives Matter, mais on peut bien voir que les personnes racisées vivent des enjeux particuliers que nous, on ne vivra pas les personnes qui ne sont pas racisées. Bon, voilà. Alors, il y a des mots là-dedans qui sont relativement nouveaux. Pas bisexuel, on en a parlé tantôt. Bispirituel. 2 S là, de tantôt dans mon acronyme. Bispirituel, c'est un mot qui a été inventé au début des années 90. Donc, c'est quand même relativement récent. C'est un mot qui a été inventé par des personnes des Premières Nations d'un peu partout au Canada puis aux États-Unis. Ils se sont rassemblés pour discuter des enjeux des minorités sexuelles et de genre. Puis là, j'utilise ça parce que
on se comprend entre nous de quoi on parle ici, mais c'est pour faire référence à des concepts traditionnels qui ne correspondent pas exactement à lesbienne, gay, bisexuelle, trans, non-binaire et tout, là, parce qu'il y a des concepts. Nous, c'est très occidental, là, cette vision-là, avec ce vocabulaire-là, mais ce n'est pas toutes les civilisations qui ont vécu la diversité sexuelle et de genre de la même façon. Et un peu partout à travers le monde, puis tantôt, je ne me suis pas présentée en termes de qui je suis pour venir vous parler de tout ça, là. Mais une des choses que j'ai faites par le passé, c'est que j'ai été sur l'exécutif de ILGA. ILGA, c'est une fédération d'organismes LGBTI à travers le monde qui a un statut consultatif à ECOSOC des Nations Unies. Fait que j'ai une petite vision, là, très humblement, là, mais j'ai des connaissances sur l'aspect international aussi. Puis une chose qui m'a vraiment fascinée, c'est de voir qu'avant l'arrivée des colonisateurs européens un peu partout dans le monde, là, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie, il n'y en avait pas de problème avec les personnes des minorités sexuelles et de genre. Et puis il y avait d'autres mots pour en parler, bien entendu, mais dans bien des cas, c'était non seulement il n'y a pas de problème, il n'y a pas juste deux sexes, il n'y a pas juste deux genres, puis il y a des mots pour en parler, mais souvent, c'était des personnes qui étaient valorisées. Aux Philippines, c'était carrément les leaders politiques et spirituels. Mais vous comprenez que quand les colonisateurs sont arrivés, bien, c'est très intéressant de diaboliser les leaders pour prendre possession des richesses, des territoires, etc., etc. Bien, la même chose s'est produite aussi au niveau de l'Amérique du Nord. Et les personnes des minorités sexuelles et de genre étaient considérées avant leur arrivée comme ayant à la fois l'esprit féminin, l'esprit divin féminin, l'esprit divin masculin dans une même personne, donc qui était plus près des dieux, donc qui était valorisé. OK? Et le fait d'inventer ce nouveau mot-là, bispirituel, two-spirit, ben, c'est justement pour rendre compte de ce concept-là qui a été complètement effacé, piétiné par l'arrivée des colons européens. D'accord? Fait que je trouve ça absolument fascinant de voir que, tu sais, on a tendance à regarder notre culture puis se dire, bah. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que ça nous rend un peu plus humbles quand on se dit, ah, nous autres, on est pas mal avancés, on se fait les bretelles. Là. Québec, là, ça a bien de l'allure. Là. Comparé aux autres, on n'est pas bien avancés. Mais quand on pense que c'est finalement notre faute, finalement, de l'état des lieux, non seulement des personnes des minorités sexuelles et de genre, mais aussi la destruction des territoires, la prise, le vol des richesses. Bon, bref, je n'entrerai pas là-dedans parce que, voilà. Alors, si je reviens ici, il y a des mots qui sont... On avait arrêté au mot nouveau ici. Il y a des mots qui sont nouveaux, mais les réalités, il n'y en a aucune de nouvelle. Okay? C'est ça qui est vraiment important. On n'est pas en train d'inventer des nouvelles affaires pour être spécial, là. C'est juste qu'on a des mots pour parler de ces réalités-là. Les définitions varient encore beaucoup. J'ai parlé un peu de la raison pourquoi ça varie encore beaucoup. Il y a beaucoup de termes qui sont médicaux à l'origine. Être homosexuel, c'est le nom d'une maladie mentale à l'origine. Être transsexuel, c'est le nom d'une maladie mentale aussi à l'origine. C'est pour ça qu'il y a des tiraillements là, dans le vocabulaire, entre autres. Puis je n'irai pas plus en profondeur que ça, mais il y a beaucoup de raisons pourquoi on est en ce moment-ci de notre histoire à un moment où est-ce que le vocabulaire explose puis bouillonne. Tout ça, c'est de l'auto-identification. Puis ne jamais oublier qu'un mot, c'est pas une prison. Un mot, c'est juste un vecteur pour parler de sa réalité. C'est rien de plus, là. Si je vous dis que je suis lesbienne, je ne suis pas emmurée dans le mot lesbienne, là. Voilà. Donc, tout ça devrait se voir comme des spectres de possibilités. Puis même, spectre de possibilités, c'est aussi réducteur, bien entendu. N'importe quelle modélisation de la réalité, là, c'est la biologiste encore qui revient, là, mais n'importe quel modèle qu'on construit pour essayer de comprendre, c'est toujours incomplet, puis manque de nuances, de toute évidence. Alors, qui ressent beaucoup d'attirance sexuelle dans la vie? Quel mot vous vient? Je vais vous aider parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, là. Les jeunes ados mâles, OK? Ça, c'est notre premier réflexe. Il y a des jeunes gars, cisgenres ou trans, peu importe, qui n'en ont pas d'attirance sexuelle, là. Mais il y a une camisole de force, encore une fois. C'est un préjugé que de prendre pour acquis que, nécessairement,
ces personnes-là vont avoir beaucoup de libido. Et ça fait de la pression. Fait que si je regarde les autres aspects ici, on a les caractéristiques corporelles liées au sexe, le sexe qu'on considère féminin, le sexe qu'on considère masculin. Mais là, vous comprenez qu'à partir du moment où une femme trans peut avoir un pénis, ben, elle a un pénis de femme. Vous voyez jusqu'où ça va le vocabulaire, là? Fait que quand on dit le sexe féminin, le sexe masculin, bien, il faut vraiment se rapporter à l'aspect biologique, l'équipement qui permet de faire des spermatozoïdes, puis l'équipement qui permet de faire des ovocytes, puis de recueillir un embryon. J'arrête ça tout de suite ici. Fait que bref, tout le monde ici pourrait mettre des points là-dedans, puis on se positionne tous et toutes quelque part dans toutes ces dimensions-là en même temps. Si je prends mon exemple à moi, mon identité de genre, c'est femme, puis ça donne que j'ai été assignée sexe féminin à ma naissance. Je suis attirée sexuellement par ma femme. Okay. Mon expression de genre, ben, varie comme tout le monde, finalement, d'un jour à l'autre. Là. Bref, la mienne est plate. Prenons-en un autre. Une femme trans lesbienne. OK? Puis je connais vraiment beaucoup de femmes trans lesbiennes. Je ne pourrais pas faire des statistiques, mais c'est vraiment remarquable. Alors, c'est une femme, son identité de genre. Sexe assigné à la naissance, masculin. Je peux-tu pointer avec ça? En tout cas, sexe masculin. Si c'est une femme, son sexe masculin, entre guillemets, elle a-t-il un pénis? Elle a-t-il encore un pénis? On ne le sait pas, puis c'est pas de nos affaires, pas en tout. Très faux, excellent. Alors, c'est ça, on ne le sait pas, c'est pas de nos affaires. Et son orientation sexuelle, ben, c'est envers les femmes, donc elle est lesbienne, parfait. Et son expression de genre, ben, c'est comme n'importe qui, OK? Si elle va couper son bois, elle va mettre sa chemise à carreaux comme tout le monde. OK? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet-là? Ah oui, concernant l'expression de genre, cette femme-là, prenons elle comme exemple, peut-être qu'avant l'âge de 30 ans, son expression de genre était plutôt masculine. Puis peut-être qu'elle va vous dire, moi, avant l'âge de 30 ans, j'étais un homme, puis à l'âge de 30 ans, je suis devenue une femme. Si c'est ce qu'elle nous dit, c'est parfait, OK? C'est elle qui le sait comment elle l'a vécu. Mais il y a beaucoup de personnes trans qui vont vous dire plutôt, moi, avant l'âge de 30 ans, j'étais une femme, mais je ne vous l'avais pas encore dit. À 30 ans, je ne suis pas devenue une femme. Je ne me suis pas transformée en femme. Je l'étais déjà. OK? Fait que c'est pour ça que devenir, là, il faut faire vraiment attention à l'utilisation de ce mot-là. Transformer, on bannit ça complètement. Faut encore une fois être à l'écoute de ce que la personne va nous donner comme son narratif de son histoire à elle précisément. Quelques exemples ici, là, si je mets des points un peu partout, vous voyez le résultat que ça peut donner. J'attire votre attention sur le dernier. Encore une fois, ce serait le fun de les passer un par un, là, mais un homme, cisgenre, donc le médecin avait coché sexe masculin à sa naissance, il est hétérosexuel, son expression de genre est plutôt masculine, à date, statistiquement, on score pas mal. OK? Il est en couple avec une femme. Cette femme est trans. Est-ce que cette femme a un pénis? On ne le sait pas, puis ce n'est pas de nos affaires. Bravo. OK? Il y a des bonnes chances, peut-être que non, mais il y a des bonnes chances que notre homme ici, ça dépend où est-ce qu'ils sont rendus dans leur relation, là, mais il y a des chances qu'il sache si sa femme a un pénis. OK? Est-ce qu'il est soudainement homosexuel? Ben non, parce que l'attirance sexuelle, l'orientation sexuelle, c'est en fonction du genre de la personne. L'orientation sexuelle, c'est pas en fonction des organes génitaux. Puis, il ne faut pas s'inquiéter, il va se débrouiller avec le pénis de sa femme. Comme je vais me débrouiller avec le pénis de mon gars sur mon île déserte. Il faut dédramatiser un peu les organes génitaux. Là. Puis aussi défaire l'équation entre pratique sexuelle, orientation sexuelle. Prenons-en une au hasard, relation anale.
C'est loin d'être tous les hommes gays qui ont cette pratique sexuelle, et c'est loin d'être tous les hommes hétéros qui ne l'ont pas. D'accord? Je prêche à des personnes qui sont déjà convaincues, de toute évidence, mais c'est important de se le redire parce que dans beaucoup de pays dans le monde, c'est encore un crime que d'être homosexuel. Dans certains, c'est la peine de mort. Il y en a un qui vient de l'ajouter dernièrement, en tout cas préciser que c'est par lapidation au Brunei. Fait que oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais souvent, un des héritages de la colonisation par les Britanniques, c'est d'avoir des lois anti-sodomie. Et c'était la façon de criminaliser l'homosexualité, c'était par une loi anti-sodomie, qui est une loi anti-pratique sexuelle. Donc, ça ne tient pas la route. Ce qui fait qu'au Canada, on a eu une loi anti-sodomie longtemps, puis à un moment donné, ils se sont réveillés, mais ça veut dire que les lesbiennes ne sont pas criminelles, vers 1954. Fait que là, ils ont réparé cette injustice. Et ils nous ont criminalisés, nous autres aussi. Mais avant, ils se sont dit, mais de toute évidence, les lesbiennes, ça n'a pas de relation anale. Est-ce que ça a des relations sexuelles, les lesbiennes? Ouf! Ça faisait mal, là, ces questions-là, dans leur tête. Là. Fait que oui, comme n'importe qui, on a accès à toute la possibilité de relations sexuelles, quelle qu'elle soit. Puis dans le jouet, le consentement, ben on pige là-dedans, là. Je me suis déjà fait crier sur la rue Wellington, je vais dire des gros mots, là. Ah, c'est une crise de brouteuse, parce que main dans la main avec ma blonde. Encore une fois, c'est comme de dire qu'une pratique sexuelle est liée à une orientation sexuelle. Et mon premier réflexe, c'était de me dire, mon Dieu, pauvre blonde de ce gars, s'il pense que c'est une pratique exclusivement. Mais bon. Moi, je dis des choses comme ça, franchement. Alors, quelques pièges à éviter. Parler en termes d'orientation sexuelle, dire qu'une personne affiche son homosexualité, on entend ça dans les médias très souvent. Moi, si je me promène main dans la main avec ma blonde au carrefour, je ne suis pas en train d'afficher mon homosexualité, je suis en train de magasiner. Okay? Avouer son homosexualité, ben, il n'y a pas besoin de vous expliquer. Dire, ça ne paraît pas. Okay? Cette personne-là ici vient de me faire son coming out, puis elle me dit, ah, je suis gay. Puis là, moi, je fais, ah! Parce que d'habitude, ça vient avec une danse. Okay? Ça paraît pas. C'est pas méchant. Okay? C'est clair que c'est pas méchant. Mais il y a des sous-entendus auxquels on pense pas. Là. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Parce qu'on dit ça un peu comme un compliment. Là. OK, toi, ça paraît pas, donc ton expression de genre correspond bien à ton sexe assigné à la naissance, donc tu es correct. Okay? Vous vous souvenez de l'hétéronormativité là, du début? Là? Fait que bref, c'est pas méchant, mais il faudrait essayer de l'éviter tant que possible. Femmes trans, hommes trans, on a réglé ça au début. Transsexuel, transgenre, vous avez remarqué que je ne l'ai pas utilisé du tout. Ce n'est pas des mauvais mots, soyons clairs, là. Mais trans, on ne se trompe pas. OK? Transsexuel, à l'origine, c'était les personnes trans qui allaient vers un parcours médical. Transgenre qui n'allaient pas vers un parcours médical. Fait que vous comprenez que dans les deux cas, de quoi on est en train de parler? Les organes génitaux, encore une fois. Alors qu'on parle d'identité de genre. Fait que bref, aujourd'hui, une personne qui vous dit qu'elle est trans, qu'elle est transsexuelle, qu'elle est transgenre, être à l'écoute de ce qu'elle nous dit, mais ça n'a plus cette équation-là avec quel parcours elle veut avoir ou elle a déjà eu. C'est juste une question de moi, ce mot-là fait écho dans moi, puis je l'aime. Quand on parle des personnes trans, on ne devient pas, là, ou selon le discours que la personne va utiliser, mais on parle plutôt en termes de transition. La transition sociale, c'est de demander aux personnes d'utiliser les bons prénoms, le bon prénom, les bons pronoms. Transition médicale, ben, c'est d'aller vers les traitements hormonaux, chirurgicaux, selon le cas. Encore une fois, pas nécessaire d'aller jusqu'aux chirurgies, ça dépend des personnes. Légal, c'est au niveau de la direction de l'État civil. Vous comprenez qu'il y a une limite à la direction de l'État civil, c'est qu'il existe juste 2 mentions du sexe possibles au Québec. M puis F, il n'y a rien d'autre. Fait que les personnes non-binaires sont comme pris dans le flou.
Il n'y a pas de reconnaissance légale des personnes non-binaires. D'ailleurs, une des choses que je fais quand je donne cette formation-là plus longuement, bien, on regarde certains aspects des lois qui sont encore à corriger ici au Québec puis au Canada, puis j'en ai une bonne liste. Voilà. Ah, puis les transitions, évidemment, c'est pas la recette que je vous ai à la diapo précédente, là. C'est juste des possibilités, là. Ça peut être toutes les trois, ça peut être juste une, ça dépend des personnes. Transidentité, transitude, dysphorie de genre, trouble de l'identité de genre, on en a parlé tantôt. Des propos à éviter, on en a parlé aussi. Transition complétée. OK? Ça, c'est souvent, une personne nous dit qu'elle est trans, on a une conversation. Ah ouais, puis ta transition, est-ce qu'elle est complétée? Elle nous a dit quelle était son identité de genre, donc c'est complété, c'est fait, c'est réglé. Quand on dit transition complétée, qu'est-ce qu'on est en train encore de dire? Qu'est-ce que tu as dans les culottes? Puis, tu sais, il faut juste se rappeler, bon, le double standard, la notion de double standard. Si je ne poserais pas ce genre de questions-là, qu'est-ce que tu as dans les culottes à une personne, parce qu'il y a peut-être des situations où est-ce qu'on parle d'organes génitaux, ça peut arriver dans la vie, là, mais bon, d'habitude, on n'en parle pas. Et on essaie d'avoir les mêmes standards si on est avec une personne cisgenre qu'une personne trans, tout simplement. Puis en plus, il y a un autre effet encore plus pervers, c'est encore une fois d'aller valider. T'es-tu rendu une vraie femme? T'as-tu un vagin? Fait que c'est vraiment pas une bonne idée de parler en termes de transition complétée ou non complétée avec une personne trans. À moins que ce soit elle qui nous amène là, évidemment. Son narratif, c'est lui qui importe pour cette personne-là. Parler de chirurgie d'affirmation du genre, surtout pas de chirurgie de transformation, même réassignation, c'est en train de s'en aller. Parce que réassignation, c'est changer le sexe pour pouvoir cocher le bon sexe, qui est en fait, on est en train de parler du genre. Vous voyez, même ça, c'est en train de s'en aller. Parler d'identité de genre plutôt que d'identité sexuelle, ça, c'est plus au niveau, c'est pas une faute, c'est pas méchant, là. C'est juste que plus on s'en va vers un vocabulaire qui est nuancé et clair, identité sexuelle, ça porte à confusion. Malheureusement, c'est encore utilisé souvent par le gouvernement. Il y en a qui vont dire, moi, mon identité sexuelle, c'est d'être lesbienne. Et là, on vient de mélanger toutes les cartes, là. Fait que si on utilise identité de genre, puis tout ce qui est sexuel, c'est des orientations sexuelles, ça clarifie un petit peu. Parler de genre différent plutôt de sexe opposé, là, il y a plein de bonnes raisons pour ça. Genre différent, on ne sous-entend pas qu'il y en a juste deux. Sexe opposé, il y en a sûrement juste deux. C'est pas le sexe qui nous intéresse, c'est le genre. Fait que déjà, c'est le mauvais mot. Puis opposé. Bon, on vient valider, cristalliser tous les stéréotypes de genre. Bref, c'est pas une bonne idée. Utiliser parents dans les formulaires, je ne sais pas si c'est des choses, là. Si j'ai complété un formulaire pour inscrire mes enfants à l'école, là, ma conjointe écrit son nom à côté de mère, puis moi, je suis obligée de l'écrire à côté de père. Ça donne que c'est faux. Tu sais, c'est pas mauvais être un père ou être une mère, mais c'est faux. Alors que si on met parents, un couple hétérosexuel, c'est vrai dans les deux cas, puis nous aussi, puis c'est beaucoup plus inclusif. Puis ça remonte à 2002, là, que les droits de nos enfants sont reconnus d'avoir deux parents de même genre. Intersexe hermaphrodite, on en a parlé tantôt. Se souvenir que les mots, ce n'est pas des prisons, ce n'est pas des étiquettes, c'est juste des vecteurs de compréhension. Puis, là, j'ai une série de ressources. Ça, c'est le petit guide sur lequel je fonde la présentation. Il est très facile à trouver. J'en ai quelques copies ici, mais il est gratuit sur le site web de la FNEC. Fait que c'est très facile à se procurer. Pour l'aspect plus scolaire, la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation, c'est un grand nom, mais bon, à cette table-là siègent ministère de l'Éducation, ministère de la Justice, Fédération des cégeps, les fédérations de commissions scolaires, associations d'étudiants, associations de parents, bref, n'importe qui, tous les syndicats de toutes les professions dans les milieux de l'éducation. Et pour réussir à produire un document qui fait consensus de tout ce monde-là, ouais, voilà. Alors, c'est ce petit document-là, puis bon, j'en fais partie.
J'étais une des rédactrices, là, je compilais, puis ça, j'en suis pas mal fière de celui-là. Et on est en train de finir la production d'un guide aussi pour mieux accueillir et soutenir le personnel des milieux d'éducation, mais c'est le personnel de n'importe quel milieu de travail. Là, ça s'adresse aux syndicats et aux ressources humaines. Ça devrait sortir bientôt, celui-là. Et ensuite, bon, moi, je donne des formations, plus longues souvent, mais il y en a plein d'autres, là. La Coalition des familles LGBT, Enfants transgenres Canada, ça, c'est plus des ressources pour les personnes trans. ASTEC, c'est un groupe communautaire auquel vous pouvez référer les personnes qui se posent des questions. Astérisque, l'Aide aux trans du Québec, le Centre de lutte contre l'oppression des genres est en train de poursuivre le gouvernement du Québec. En fait, le procès est terminé maintenant. Il est en délibération pour les lois qui étaient encore pas correctes. Je donne un exemple d'absurdité totale. Une personne qui n'est pas reçue citoyenne canadienne en ce moment, au Québec, ne peut pas changer sa mention du sexe. Vous comprenez qu'une personne trans, qui est probablement réfugiée parce qu'elle est trans, qui arrive au Québec, est condamnée à rester dans une position de vulnérabilité puis de précarité parce qu'elle ne peut pas changer sa mention du sexe. Fait que là, trouver un emploi, c'est compliqué. Trouver un logement, c'est compliqué. Si par malheur, vu que c'est dur de se trouver un emploi, elle fait quelque chose d'un petit peu criminel, ou encore travail du sexe, bien, elle risque très facilement de se retrouver dans une situation où elle n'aura jamais sa citoyenneté canadienne. Et il y a juste le Québec qui a cette interdiction-là. C'est vraiment honteux, là. Fait que ça, c'est juste un exemple de choses qui restent à régler. Si jamais vous avez des jeunes trans qui ont besoin de consulter par rapport à leur transitude, bien, il existe des références qui sont bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est des références qui sont bonnes. Parce qu'il y a encore des thérapies de conversion, hein, pour l'orientation sexuelle puis pour l'identité de genre. C'est condamné par les ordres professionnels, mais si vous cherchez un peu sur le web, vous allez en trouver. Et ça, c'est une autre loi qu'il faudrait faire, qui n'est pas réglée. Mais ça, je le mets avec des gros... Il ne faut pas faire l'équation « Ah, j'ai un jeune trans qui vient me consulter, donc je vais l'envoyer vers des professionnels de la santé mentale. » Ce n'est pas un problème de santé mentale. Quand je parle à des profs, je leur dis « Bon, si un jeune vient vous voir, un jeune trans qui vient vous voir et qui vous dit qu'il y a des problèmes d'anxiété pour ses examens, bien peut-être qu'il y a un problème d'anxiété à ses examens. OK? Tout ne revient pas au fait à sa transitude, là, finalement. Ça, là, l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, ce site web-là, pratique anti-oppressive auprès des jeunes trans, là, c'est un bijou. Vraiment, là, il est très bien fait. Il y a des références là-dedans. C'est vraiment excellent. Transpulse, c'est des chercheurs trans sur les réalités trans, très reconnus. La recherche classique de Lynn Chamberlain, qui est la directrice de la chaire de recherche sur l'homophobie. Ça s'appelle juste sur l'homophobie pour des raisons historiques. Il ne faut pas le retenir ça contre eux, là. C'est homophobie et transphobie. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, étymologiquement, le gouvernement considérait que l'homophobie incluait la transphobie. Ce qui est complètement absurde. Mais bref, c'est une autre histoire. Une autre étude qui a été faite, j'en ai donné juste quelques-unes, il y en aurait plein, là, mais ça, la deuxième, c'est une étude pan-canadienne sur les jeunes trans spécifiquement, qui est vraiment une très, très bonne étude. 2 jeunes trans sur 3 qui ont pratiqué de l'automutilation, c'est de là que ça vient. Et voilà. J'ai soif. J'ai fait ça. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Bien, tu sais, on en parlait un peu avant parce que vous disiez que 1 heure, c'est très rapide, mais je trouve que ça nous aide vraiment à nous situer et à mieux comprendre parce que, tu sais, pour moi, c'était très flou. Là, ben, je repars avec une compréhension au moins
des concepts, puis de comment approcher une personne aussi, ou comment parler avec Oui. une personne. Je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, un truc auquel je pense, là, parce que je vais sortir d'ici, je vais dire, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Bien évidemment, si vous parlez à un gars, c'est clair qu'il vous a nommé son identité de genre, il est gars, ben vous ne lui demandez pas, as-tu une blonde? T'sais, bon, ça, c'est des grands classiques, là, de toute évidence. As-tu quelqu'un dans ta vie, si jamais c'est nécessaire de poser ce genre de questions-là? Fait que ça, c'est inclusif. Mais un autre réflexe à développer, c'est de dire, bonjour, moi je m'appelle Dominique, puis j'utilise les pronoms féminins. Et là, on vient d'ouvrir les portes, là, grandes même, parce que là, ça vient de donner c'est parce que les jeunes, là, ils prennent pour acquis qu'on est homophobe puis transphobe. Parce que c'est par simple sécurité, ils ont des antennes, puis ils détectent. Ils sont à la recherche de signaux qui vont dire « Ah, elle est safe. Je peux aller la voir, cette personne-là. » Fait que si on fait ça, quand on se présente, ben ça devient une porte ouverte là, pour les jeunes, en général. Surtout pas dire, quand dans le doute, es-tu un garçon ou une fille? Parce que là, on vient de cadrer juste ces deux-là qui existent. Quel pronom préfères-tu utiliser? Puis d'ailleurs, j'ai pas parlé des pronoms neutres. Évidemment, une personne qui est non-binaire, c'est pas il ou elle. Fait que là, il y a tout un vocabulaire qui est en train de se développer par les personnes non-binaires. C'est super important, là, ben, par exemple, au lieu de il ou elle, yel, ou encore il, il y a plein de nouveautés. Au lieu de tous, c'est toutes, touste, ceux et celles, celleux. Il y en a plein là, en train de se développer peu à peu. C'est sûr que le français est une langue effroyable pour la diversité sexuelle et de genre. En anglais, c'est super facile parce qu'il n'y a pas d'accord des adjectifs. Puis le pronom « they », qu'on a appris qui était pluriel, c'est vrai, c'est pluriel, mais grammaticalement, c'est tout aussi correct de l'utiliser au singulier. Fait que c'est pas une invention nouvelle là, d'utiliser le « they » pour une personne. Mais en français, on a du chemin à faire. En espagnol, le « x » au lieu du « a » puis du « o » à la fin d'un mot, latino, latina, latinx. En Suède, là, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'ils font parce que je ne connais pas du tout la langue suédoise, mais je sais qu'ils ont développé des pronoms neutres aussi. Monsieur, madame, avez-vous déjà essayé d'acheter un billet pour un spectacle? Puis vous êtes obligé de cocher monsieur ou madame, sinon ils ne vous le vendent pas. C'est fou! Ça, c'est de l'hétéronormativité, là. Ceux qui ne font pas ça pour ne pas vendre de billet à quelqu'un qui serait non-binaire, là. Ils veulent le vendre, le billet. C'est juste que c'est tellement automatique. Ben là, on veut être poli, on veut utiliser le bon monsieur ou madame. Fait qu'il faut développer d'autres mots aussi de politesse. C'est peut-être juste vous dire, là, parce que là, vous allez partir. C'est intéressant, c'est intéressant là. Vos collègues peuvent le regarder là, sur notre... on va le déposer sur notre site web. santé-mental.ucherpo.ca. De la présentation. La présentation avec le vidéo. Puis j'ai, comme je disais tantôt, j'ai quelques exemplaires. Pas celui-là, parce qu'il lui est à moi. Puis j'ai une carte d'affaires aussi, si jamais vous voulez mes coordonnées pour quelques raisons. Merci. Ça me fait bien plaisir. Merci à vous d'être venus.